Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Nicole du cabinet de concertation à la suite dans les idées, partenaire d'Epicéo, mais nous allons passer donc 1 heure ensemble. Mon rôle va être très simple, répartir la parole tout simplement entre nos intervenants qui sont déjà là et qui nous suivent, et puis tous ceux qui sont chez eux depuis leur bureau et qui vont essayer, bien sûr, d'interagir avec nous. Vous allez voir, il y aura des espaces pour ça, quelques moments d'interaction, de sondage, et puis bien sûr des questions, des observations, des avis que vous pourrez nous transmettre tout au long de cette heure. Ils seront lus, ces avis, sélectionnés par nos modérateurs, Christophe Bourgois et Damien Caxa, qui sont avec nous en régie. Vous êtes là. Le thème de cet atelier, il était peut-être un peu provocateur. Relogement, objectif 100% des ménages satisfaits. C'est vrai que ce moment toujours délicat dans un projet de rénovation urbaine est à approfondir entre nous sans doute. Il est aussi d'actualité puisque la crise sanitaire est passée par là et il va être remis en perspective ce sujet avec nos deux experts, Christophe Noyer et Marie Courouble, qui sont là avec nous du cabinet CFGO, et puis nos deux spécialistes, Elga Mondésir de l'Agence nationale de cohésion des territoires et François-Xavier Chopin de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Vous êtes au ministère de la Transition écologique et solidaire. Merci d'être donc avec nous. Et puis nous recevrons bien entendu des acteurs de terrain. Je parlais d'Alexandre Dornier à Besançon, qui est chargé de mission relogement et reconstitution de l'offre, et de Florent Paroli et Marie-Christine Châtel, qui nous parlerons depuis Reims. Florent Paroli, vous êtes directeur du projet de renouvellement urbain et Marie-Christine Châtel, vous êtes responsable du service développement social des territoires. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, relogement objectif 100% des ménages satisfaits. Ça démarre et je vais donc tout de suite passer la parole sur ce sujet du relogement à Christophe Noyer, puisque, comme je le disais, l'actualité nous pousse à reparler de ce sujet à l'aune de la crise sanitaire qui a souvent ralenti, voire arrêté la rotation des logements. Mais au-delà, l'enjeu est toujours pour nous de positiver le relogement, d'en faire une opportunité pour les ménages qui y sont contraints. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, souhaitent être relogés en dehors de leur quartier d'origine. Donc, avant de vous lancer la parole, Christophe, je vais lancer, moi, un petit sondage avec tous ceux qui sont autour de nous pour qu'on fasse un peu connaissance. Et je vais leur poser une première question qui va donc s'afficher en haut à droite, je crois, de leur écran. Dans le PNRU, 90% des ménages ont été relogés dans la même commune. Par rapport au premier programme, est-ce que vous constatez une évolution dans les souhaits de relogement des ménages? Alors, en 1, vous pourrez dire que cette évolution va vers une demande qui est plus importante hors de la ville d'origine. En 2, est-ce que la demande se caractérise par une demande hors du quartier? En 3, est-ce qu'il n'y a pas d'évolution notable? Et en 4, est-ce que vous n'êtes pas concerné ou sans opinion? Voilà, je répète donc la question, elle s'affiche. Dans le PNRU, 90% des ménages ont été relogés dans la même commune. Par rapport au premier programme, est-ce que vous constatez une évolution dans les souhaits du relogement des ménages? 1, davantage de demandes hors de la ville d'origine. 2, davantage de demandes hors du quartier. Là, il peut y avoir des gens qui voudraient répondre aux deux questions, mais essayez de nous dire quelle est celle qui est la plus notable pour vous. En 3, pas d'évolution. En 4, vous n'êtes pas concerné ou sans opinion. Et donc là, vous pouvez choisir cette dernière réponse. Une seule réponse donc possible pour nous dire un peu ce qui a le plus bougé, en particulier à l'aune de la crise sanitaire. Et puis, on vous donnera la réponse, vos réponses, dans quelques instants, juste après l'intervention de Christophe Noyer, puisque Christophe, vous allez nous dire si cette crise nous oblige à revoir la manière de reloger les ménages aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus maintenant que on commence à voir peut-être un peu la sortie, en tout cas, qu'on est dans un moment beaucoup moins intense de la crise sanitaire. Christophe Noyer, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Alors peut-être, effectivement, on échangera sur les questions des effets de la crise, mais peut-être redonner ce qui fait le nouveau cadre, on va dire, de relogement. Vous le savez tous, professionnels de cette question. C'est un sujet vraiment très important dans le renouvellement urbain, à la fois parce qu'il porte des enjeux sociaux, pour les raisons que Pascal évoquait tout à l'heure. Je ne sais pas si le titre est provocateur, mais en tous les cas, il est ambitieux. 100% de ménages satisfaits, on va dire que c'est vraiment une ambition forte et elle est portée à la fois par les acteurs locaux et les acteurs nationaux. Alors, si on regarde un peu ce qui fait la nouveauté dans le contexte du NPNRU, on peut noter des évolutions surtout sur 3 axes, on va dire.
des évolutions réglementaires. Vous le savez, maintenant, on a eu tout un travail pour bien dissocier relogement et reconstitution. On sait que c'est potentiellement un frein à l'un et à l'autre. C'est-à-dire que si, notamment pour les élus locaux, on associe les deux, il y a un risque de frein au relogement. Donc ça a été vraiment fortement dissocié dans le nouveau règlement. Une aide, un forfait à la minoration de loyer qui est là pour favoriser l'accès des ménages au parc neuf, le constat ayant été fait qu'il y a un frein à l'accès au parc neuf qui est au niveau de loyer. Donc cette minoration est venue changer, un peu inverser. On est passé d'une logique d'obligation à une logique d'incitation et avec une incitation financière. Dont d'ailleurs je profite de ce moment pour dire qu'elle est en cours, il y a une réflexion en cours avec une évolution réglementaire à la clé prochaine, avec une revalorisation du montant de cette subvention et un élargissement de l'assiette des logements concernés, ce qui devrait encore faciliter le relogement dans le parc, non plus neuf du coup, en raison de l'élargissement de l'assiette, mais disons plutôt récent. Et puis, troisième évolution majeure, là aussi dictée par les retours de terrain, si on peut dire, on est passé d'une logique d'obligation et de normes nationales à atteindre à la définition d'objectifs et de cibles localement. C'est-à-dire, vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est localement qu'on se fixe des objectifs d'accès au parc neuf, de maîtrise du reste à charge, de localisation du relogement. Donc ça fait quand même des évolutions réglementaires qui montrent la capacité collective en fait à adapter le règlement aux différentes questions et freins qu'on a pu rencontrer. Les deuxième thème d'évolution, c'est autour des questions de gouvernance avec une évolution majeure puisqu'on a eu en parallèle de la mise en place du NPNRU l'émergence et le renforcement des politiques intercommunales sur la gestion de la demande et les attributions de logements sociaux. C'est la suite d'une réforme qui s'est déclinée en plusieurs étapes et qui a placé les intercommunalités en chef de file de cette politique. Et on retrouve en fait l'équivalent au niveau du renouvellement urbain, puisque ce sont les intercommunalités qui sont d'une certaine manière en responsabilité sur la question du relogement. Et on aura à venir en 2023, si j'en crois les projets de loi en cours, la gestion en flux des contingents qui là aussi va amener beaucoup de changements et notamment sur les modalités de gestion du relogement. Donc là, on a une évolution très importante. À la fois, on peut dire que sur certains territoires, c'est une opportunité d'évidence, puisque du coup, on réfléchit à une échelle plus vaste. Donc, on a des opportunités et des possibilités de relogement qui s'élargissent. Dans d'autres secteurs, le gain est peut-être un peu moins évident à la première lecture, parce que quand on élargit le territoire, on attrape, si j'ose dire, de plus en plus de projets de renouvellement urbain, et du coup, on a à la fois des opportunités qui s'élargissent, mais on a aussi des besoins qui s'alourdissent. Donc, c'est un élément important qui différencie les secteurs. Et puis, troisième point sur les évolutions du contexte, on va dire. Alors, pour des raisons de localisation des projets du NPNRU, on a une plus forte proportion de projets en zone tendue. Et on le sait, le relogement, il est pour partie dépendant de la situation du marché. Plus le marché est tendu, plus il est compliqué de réaliser le relogement parce qu'on a une mise en concurrence des différents publics relogés et autres priorités, en particulier justement les ménages prioritaires. Là encore, élément un peu de complexité supplémentaire, on a une baisse générale des mobilités dans le parc social qui est une très très longue tendance, mais qui se poursuit et qui a été pour le coup, je pense que même le terme d'amplifié n'est pas suffisant par la crise sanitaire dont Pascal parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu une année quasiment blanche avec des mobilités en très très fort ralentissement, ce qui a fortement pénalisé le relogement parce que pour beaucoup de projets, on était au début, au démarrage des opérations. Donc, 2020 ou le début de 2021 aurait dû être le début du relogement et on a été en grande partie empêché par la crise sanitaire pour avancer. Alors,
Autre constat, c'est qu'on a une diversité d'opérations générant des relogements. Bon, on a bien sûr les démolitions du parc social, ça on les avait déjà majoritairement dans le premier programme, mais on a aussi des requalifications dont l'ambition technique nécessite du relogement. Donc, ça veut dire que temporaire ou non, il faut reloger les ménages le temps que les travaux soient réalisés. Et on a l'énorme sujet du parc privé, puisqu'il y a plus de démolition de patrimoine privé dans le nouveau programme, avec à la fois des profils de ménages différents et des complexités accrues pour la mobilisation de l'offre, puisque par définition, le parc privé, il n'y a pas de porteur public, pas de bailleur, contrairement à une opération de démolition dans le parc social. Donc vous auriez répondu, Christophe, vous auriez répondu quoi au sondage? Vous pensez que les souhaits des habitants ont changé? Alors oui, c'est justement le dernier point. On pense, enfin nous, c'est ce qu'on voit en tous les cas sur les sites sur lesquels on travaille. Il n'y a pas encore de base constituée à l'échelle nationale, mais il nous semble que les souhaits des ménages sont plus volontiers tournés hors de leur quartier, notamment sur les communes, mais aussi sur d'autres communes, un peu comme si les ménages avaient intégré plus rapidement peut-être que nous la question de l'intercommunalité d'une échelle plus vaste. Je pense qu'il y a moins d'effet de resserrement sur son quartier, de demander le quartier. Il nous semble, enfin nous c'est ce qu'on voit sur les sites sur lesquels on travaille, qu'il y a quand même un nombre de ménages augmenté demandant un parcours hors du quartier. Eh bien, on va le voir tout de suite. On commence à voir des enquêtes sociales avec 50% de ménages qui souhaitent quitter leur commune, si vous voulez, voire un tiers qui souhaitent quitter leur département. Merci beaucoup, Marie. On va juste regarder maintenant si le sondage confirme ce que vous dites. Est-ce qu'il y a une évolution de la demande? Eh bien, effectivement, d'abord une demande hors du quartier. Hein, c'est un des éléments que vous mettez en avant, à égalité avec pas d'évolution du tout. Et puis quand même, 16% d'entre vous là qui disent qu'il y a aussi davantage de demandes hors de la ville, ce qui est un phénomène relativement émergent, comme vous venez de nous le préciser effectivement, Christophe et Marie, et je vais redonner la parole à Marie tout à l'heure. Voilà, donc on va maintenant tout de suite aller bien sur le terrain, sur deux villes qui sont donc nos invités, Besançon et Reims. Je vais donner tout de suite la parole à Alexandre Dornier parce que vous êtes en train, vous, de démarrer une opération de relogement ambitieuse. Alors, quel est l'enjeu pour vous, le chef de projet, mais quel est aussi l'enjeu pour vos élus, vos habitants, qui sont bien entendu extrêmement impactés, concernés par cette opération? Bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, bonjour. Les enjeux sont très importants et très forts sur le territoire byzantin, puisque le projet NPNRU qui touche le quartier de Planoise, quartier prioritaire de la ville, qui est constitué d'un peu plus de 20 000 habitants, prévoit à peu près près de 1200 démolitions de logements. Donc, c'est très important et cela nécessite, à la fois en amont du travail partenarial, nécessite donc une organisation de ce travail partenarial très importante. Et les services de l'État, l'agglomération byzantine, la municipalité elle-même ont prévu, dans le cadre d'une charte de relogement, de resserrer le suivi et le pilotage de ces opérations de relogement, avec à la fois un travail stratégique sur le long terme, avec l'organisation donc de comités de pilotage annuels, d'autre part sur un pilotage davantage sur le moyen terme, des comités techniques et des comités de pilotage restreints sur un rythme trimestriel. Nous commençons, donc pour l'instant, nous découvrons un petit peu, et il y a encore des incertitudes sur le processus tout au long du projet, et un suivi très serré, et cette fois-ci hebdomadaire, avec la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, avec un groupe technique relogement qui se réunit hebdomadairement, c'est-à-dire toutes les semaines, pour étudier au cas par cas toutes les propositions de relogement qui sont faites aux ménages qui sont amenés à être relogés.
Donc, il y a effectivement toute une organisation serrée et très forte de l'ensemble des partenaires. Avec des objectifs précis, j'imagine? Tout à fait. Alors, il y a à la fois des objectifs en termes de temps, hein, des objectifs sur une chronologie et un ordonnancement des différentes opérations de relogement qui sont liées à l'avancement du projet NPNRU lui-même. Et puis, bien évidemment, des objectifs cette fois-ci qui concernent la qualité des relogements et qui visent effectivement à ce que les différents parcours résidentiels des ménages à reloger puissent être positifs. On parle effectivement de parcours résidentiels positifs. Donc, les partenaires travaillent justement à concilier à la fois les contraintes liées au projet dans sa globalité et à satisfaire de façon personnalisée et individualisée les souhaits et les besoins des ménages à reloger. Merci beaucoup. On va donc passer la parole à Florent Paroli parce que là, à Reims, vous êtes plus avancé. Vous avez déjà une certaine habitude, on va dire, à une organisation assez rodée. Vous pouvez nous en dire plus, Florent? Oui, bonjour à tous. Oui, donc effectivement, Reims, on a connu déjà un premier PRU sur la période précédente et notre nouveau programme a été lancé officiellement fin 2019. Néanmoins, les plans de relogement avec nos 3 bailleurs, Le Foyer Rémois, Plurial Novilia et Reims Habitat qui est avec nous ce matin, les premiers plans de relogement ont démarré en 2017. Donc on a effectivement eu cette expérience de travail en interbailleur depuis le premier programme. Et nous avons pour Reims 1400 ménages à reloger dans ce nouveau PRU. À l'heure actuelle, nous avons déjà relogé environ 500. Donc, et ça avec une équipe, j'allais dire, très impliquée, y compris au niveau des élus? Oui, tout à fait. Nous avons notre présidente Catherine Vautrin qui suit ce programme de relogement de très près. Elle est présente à chaque réunion d'information sur les relogements, sur les territoires. Qui s'organisent régulièrement. À chaque début de relogement, elle souhaite être présente auprès du bailleur sur le territoire. Et ensuite, nous avons mis en place un dispositif pour atteindre notre objectif de reloger 50% à minimum des personnes en dehors des QPV. Et donc, de façon hebdomadaire, elle rend un avis au bailleur sur les candidats à des relogements qui se trouvent en QPV pour atteindre cet objectif. Donc, une application très forte des élus sur notre dispositif de relogement. Bon, moi, j'imagine que c'est évidemment très utile pour vous et motivant pour votre équipe. Marie-Christine Châtel, d'ailleurs, complète ce dispositif puisque vous êtes chargée de l'accompagnement social chez Reims Habitat, donc un des principaux bailleurs de la métropole. Vous faites de l'accompagnement social, ça veut dire que quelque part, vous me disiez dans la préparation, vous avez inversé un peu les rôles et vous, en tant que bailleur, vous essayez de répondre finalement aux souhaits du locataire. Vous êtes obligé de discuter, de négocier, d'accompagner et peut-être même aussi de faire face à des situations parfois qui sont particulièrement difficiles, j'imagine. Oui, alors tout à fait. Ce qui compte, c'est de comprendre quel est le contexte et dans quel état d'esprit sont les ménages quand on va aborder le fait qu'ils doivent quitter leur quartier. Et c'est ce qui va conditionner en fait la forme d'accompagnement. Au départ, quand on a démarré, parce que nous on fait du relogement depuis les années 2000, et donc au départ on était plus sur l'idée que c'était un relogement contraint, donc il fallait absolument travailler ce relogement comme un projet de vie, que les ménages arrivaient à se projeter dans un avenir. On voulait aussi que le parcours, évidemment, comme on vient de le dire, résidentiel soit positif pour le bailleur et surtout pour le locataire. Et puis, on avait aussi envie que, bien sûr, les restes à charge soient les plus maîtrisés possibles pour le locataire. Et on a appris en faisant que l'état d'esprit dans lequel était le ménage quand on abordait cette obligation contrainte de quitter son logement nécessitait de comprendre un certain nombre de choses. Pour le bailleur, d'abord, effectivement, c'est l'inversion de la relation commerciale parce que tout d'un coup, c'est plus le locataire qui vient demander quelque chose au bailleur, mais c'est bien le bailleur qui est en demande auprès de son locataire.
C'est bien comprendre que forcer, entre guillemets, les gens à quitter leur logement, ça impacte le locataire et ça veut dire qu'on prend des risques. On risque de déstabiliser la famille, son équilibre, sa santé, et ça, faut bien l'incorporer dans l'accompagnement. Et donc, et bien sûr, on ne peut pas travailler sans prendre en compte ce que vous avez dit tout à l'heure, le cadre légal, réglementaire et les objectifs fixés par les collectivités et l'État. Donc nous, ce sur quoi on se concentre avec l'expérience maintenant, c'est de bien comprendre que demander à des gens de quitter un logement, c'est bouleverser leurs habitudes, c'est bouleverser leurs repères. Et ça, il va bien falloir l'intégrer dans tout l'accompagnement qu'on va mener. Même si on a des gens qui, en gros, à 50% vivent comme une opportunité de quitter leur quartier, c'est à peu près l'équilibre qu'on a, 50%. Néanmoins, quand il va falloir passer à l'acte, eh bien, c'est pas forcément aussi facile que ça. Et puis, on a aussi le rapport au changement, ça nécessite aussi, à un moment donné, que le ménage, donc la famille, tourne la page, fasse, entre guillemets, place aux souvenirs. La vie passée, il va falloir, entre guillemets, digérer les bons moments dans le logement, dans le quartier, avec les voisins, mais digérer les mauvais, pour repasser dans une projection autre, dans un autre environnement. Et cette phase de deuil, elle est plus ou moins facile à absorber, plus ou moins longue à digérer par chacun des ménages. Et puis enfin, une dernière contrainte qui est très importante, c'est le rapport à l'action. C'est-à-dire que ce qu'on fait en demandant aux gens de déménager, de quitter leur logement, on les oblige à entrer en action, à se mettre en mouvement. Et ça, c'est pas si simple que ça, parce que tout ce qu'on a différé, tout ce qu'on reporte depuis des années, ranger, trier, changer la cuisine, peut-être penser à dire aux grands qu'il faut qu'ils partent et qu'ils prennent son autonomie, eh bien tout ça, ça va être provoqué comme une nécessité, une obligation pour le ménage. Et sans compter l'appréhension des questions administratives qui font partie d'un relogement, parce que toute la vie administrative est à réorganiser. Et que vous accompagnez, bien sûr. Merci beaucoup, Marie-Christine, votre expérience est très, très utile. D'ailleurs, elle va sans doute évoquer des choses à Elga Mondésir, puisque à l'Agence nationale de cohésion des territoires, Elga Mondésir, vous avez donc pris la mesure un peu de tout ce qui a été fait ces dernières années en matière de relogement, et vous avez mesuré les effets de toutes ces mesures sur les trajectoires des ménages. Vous pouvez nous en dire plus sur cette étude que vous allez donc publier tout de suite, c'est ça, aujourd'hui même, c'est ça ? Non, alors je vous livre en fait les résultats de façon anticipée. Cette étude évaluative sur les effets du relogement dans les opérations de rénovation urbaine paraîtra à la rentrée. Donc, je vous en livre les principaux enseignements aujourd'hui. En avant-première. Mais je vous inviterai bien sûr à consulter ces résultats à la rentrée. Effectivement, tout ce qui a été dit là m'interpelle tout à fait par rapport à l'étude qui a été réalisée donc en 2019, donc c'est dans le cadre des travaux de l'Observatoire national de la politique de la ville que cette étude a été réalisée sur 10 sites qui sont représentatifs à la fois de contextes urbains différents, de contextes différents en termes de tension sur le marché du travail, du logement. Désolée. Donc il s'agit d'une étude vraiment très ponctuelle. Hein. Sur 10 sites, on peut en tirer des enseignements, mais peut-être pas à généraliser. Hein. L'idée étant non plus de ne pas considérer nécessairement les quartiers emblématiques de la politique de la ville. Donc, 100 entretiens ont été réalisés auprès d'habitants. Donc ça, c'est quand même intéressant pour voir en quoi le relogement a pu ou pas être d'opportunités en termes de trajectoire résidentielle, quels effets le relogement a eu sur les trajectoires de vie. Et donc, effectivement, par rapport à ce qui est dit sur le terrain, là, c'était très intéressant. Les résultats qu'on obtient, c'est que la parole est plutôt positive. La parole des ménages est plutôt positive quant au processus de relogement. Bien entendu, la plupart d'entre eux, donc les 3/4, ne s'imaginaient pas nécessairement déménager. Les réactions étaient mitigées à l'annonce du relogement, mais au final,
les ménages sont plutôt satisfaits sur l'accompagnement. La question de la démolition apparaît aussi comme quelque chose, avec le recul, comme étant positif, les 2/3 des habitants l'indiquant. Donc, une relative satisfaction. Pour autant, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent. Et ce qui a été dit précédemment aussi interpelle quant aux conditions de réussite du relogement. Et ce qu'on observe, c'est que le fait d'être logé dans le neuf ou d'être logé à distance du quartier ou du logement précédent ne constitue pas nécessairement un élément déterminant quant au niveau de satisfaction. Également, la situation de départ du ménage est un élément clé, c'est-à-dire des ménages qui sont dans des situations compliquées quant à l'emploi, quant à l'insertion professionnelle et sociale de façon générale, vont se projeter différemment. Ils vont réussir plus ou moins à s'approprier la question du relogement. Et donc, par la suite, ça va être un élément déterminant quant à la perception des effets du relogement. Et donc, pour résumer, vous en tirez des conclusions sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer le niveau de satisfaction des personnes relogées? Alors, il y a plusieurs éléments qui ont d'ailleurs été mentionnés. La capacité à choisir, certes dans un contexte contraint, le futur environnement, c'est un élément clé. Les personnes qui ont été dans une situation où ils n'ont pas pu choisir, où ils ont pu avoir le sentiment d'être un peu dans une situation un peu d'urgence, pour eux, ça a été plus compliqué et le relogement a pu constituer un moment difficile. De la même façon, la question de l'attachement au quartier, alors qu'on souhaite ou pas, qu'on ait envie ou pas d'en partir, est importante également. Quant à la question de la préservation des liens, ce qu'on observe, c'est que les personnes qui ont rompu complètement avec leur réseau de sociabilité, pour ces personnes-là, le relogement apparaît souvent comme étant une situation difficile où ils se projettent de façon négative quant au relogement. Ils apparaissent comme étant plutôt les perdants du relogement. Et puis, effectivement, a été évoquée aussi la question du reste à charge et je dirais plus généralement la question du rapport qualité-prix, en fait, du logement. Ça, c'est un élément important. Et j'ajouterais aussi la question de l'accompagnement, parce qu'on voit bien que selon le profil du ménage, et ça a été dit précédemment, le ménage va projeter des objectifs différents et va pouvoir plus ou moins se projeter sur la question du relogement. Et quand le relogement est une situation subie, il apparaît comme étant, au final, puisque là, les personnes qui ont été interrogées 5 à 10 ans après le relogement. Au final, le bilan qui est fait quand on est dans une situation subie, c'est que ça a été une question plutôt négativement vécue. Merci beaucoup. On a hâte de lire cette étude qui donc paraîtra à la rentrée. Merci de nous avoir en tout cas donné les principaux résultats. Marie Corouble, je ne sais pas si vous corroborez ce qui vient d'être dit, mais vous avez sans doute des conseils, des préconisations, vous qui animez le cabinet CFGO, sur cet idéal des 100% de satisfaits. J'imagine que ça nécessite quand même pas mal d'organisation pour se donner justement le temps et offrir des choix aussi aux ménages. Oui, là, on sort d'une période où finalement l'ensemble des acteurs se sont fortement mobilisés pour définir des objectifs de qualité du relogement, souvent en s'appuyant sur les expériences du premier programme, sur les retours aussi des habitants. Voilà, un certain nombre d'enquêtes locales ont pu être menées. Voilà, on sort de cette période vraiment de définition des objectifs. Et pour beaucoup, alors certains, comme Reims, ont déjà largement entamé le relogement. Mais là, on rentre dans beaucoup d'endroits sur vraiment la mise en œuvre opérationnelle du relogement. Et finalement, pour pouvoir proposer des parcours résidentiels, des opportunités et cette question du choix au ménage, il y a des enjeux vraiment très opérationnels de comment mobilise-t-on l'offre, sachant que, comme on l'a vu un peu en introduction,
l'ensemble des textes réglementaires, du nouveau contexte de gouvernance, vise à avoir une mobilisation de l'offre à une échelle élargie, interbailleurs. Voilà, dans le premier programme, un très grand nombre des relogements ont été réalisés chez le bailleur d'origine. Là, l'objectif est comment mobilise-t-on l'offre à une échelle au moins intercommunale avec différents bailleurs et notamment, étant donné qu'il y a beaucoup plus de relogements de ménages du parc privé, voilà, il est question de comment est-ce qu'on recherche des opportunités de logement alors qu'on part d'un endroit où il n'y a pas de bailleur initial vu qu'on est sur des copropriétés dégradées. Alors, est-ce qu'on a une organisation idéale, du coup, pour arriver à ces objectifs? Idéal, c'est difficile à dire, mais en tout cas, on a différents types d'organisations qui ont pu se mettre en place. On a des éléments qui ressemblent plutôt à des plateformes qui cherchent à mettre en relation l'offre et la demande de logement avec un rôle souvent assez fort, en tout cas qui montre beaucoup plus fortement des EPCI, parfois des fichiers partagés qui sont mis en place. Certains territoires font le choix de mousses mutualisées, soit portées par une ville ou l'agglomération, soit parfois vraiment dans un groupement de commandes avec les bailleurs, et donc cette mousse qui va recevoir l'ensemble des offres de relogement et ensuite accompagner les ménages et faire la proposition directement aux ménages. Et on a parfois des instances spécifiques aussi qui se développent sur les logements neufs qui sont livrés, des commissions de tous les réservataires sur quel logement mobiliser pour le relogement. Parfois aussi des instances spécifiques sur les situations complexes. Également Désir le disait, l'appréciation du relogement va beaucoup dépendre de la situation initiale du ménage. Certains ménages sont plus fragiles. On a aussi la question des personnes âgées qui peuvent avoir un attachement extrêmement fort au quartier. Donc parfois, des instances de travail vraiment qui se mettent en place sur la situation de ménage qui, parfois, on trouve moins facilement leur opportunité dans le relogement. En tout cas, quelle que soit l'organisation qui est choisie, toutes ces organisations, notamment pour la mise en œuvre de l'interbailleur, se confrontent à des enjeux récurrents qui sont extrêmement concrets. Et je pense qu'on va avoir des exemples locaux qui vont parler à tout le monde, mais sur comment est-ce que chacun met des objectifs chiffrés d'offres mis à disposition, que ce soit les bailleurs ou les réservataires, même si on verra après, le contexte est en train de changer cette question-là. Comment est-ce que dans un secteur extrêmement tendu, on ne crée pas non plus de vacances en proposant des logements à une mousse qui sont gardés un petit peu trop longtemps et finalement, si on n'a pas de candidat, le logement est perdu pour un mois, ça la reporte à la prochaine cale. Donc, quel délai de réservation des logements par les mousses, si je puis dire. Des enjeux aussi très techniques entre bailleurs de qui prend en charge le dépôt de garantie, comment est-ce que l'on s'organise. Mais on a également des leviers en termes de gouvernance qui commencent à être de plus en plus mobilisés, qui, je pense, vont être à développer dans les années à venir. Donc, notamment le gros levier de l'objectif de 25% de relogement, d'attribution des ménages premiers quartiers ou relogés en dehors des QPV, qui font finalement des objectifs pour tous les bailleurs et tous les réservataires. Et on a les réflexions aussi sur les caléoles qui doivent permettre d'améliorer la mobilité dans le parc social et donc aussi de libérer, de faire face à cette pénurie de logements sur certains secteurs. Et ensuite, c'est vrai qu'on parle énormément du parc social en tant que tel, mais il y a un certain nombre d'autres types de parcs qui peuvent être mobilisés, qui nécessitent des organisations spécifiques parce qu'on rentre souvent dans des choses assez complexes, souvent des besoins d'anticipation, de relogement de ménages en situation très complexes, très fragiles, notamment dans les quartiers parcs privés où on a des ménages qui ne sont pas toujours éligibles au parc social. Donc, quel type d'offres mettre en place? Certains relevant plutôt de l'hébergement, certains relevant du parc privé en tant que tel, notamment conventionné ANA, même s'il est parfois un peu difficile à identifier. Certains bailleurs ayant aussi des logements non conventionnés qui peuvent être peut-être mobilisés. Il y a également la question dans les relogements, on est souvent sur des démolitions de grands logements, parfois avec donc des grandes familles. Aujourd'hui, dans la production des logements plus petits, donc l'enjeu de pouvoir favoriser les décohabitations, le départ des ménages hébergés pour limiter la pression sur les grands logements, ce qui peut se trouver cette décohabitation dans le parc social des plus petites typologies, mais pourquoi pas aussi sur des ménages en décohabitation, on n'a pas les mêmes obligations juridiques, donc il y a la possibilité de leur proposer un relogement dans le parc privé conventionné ANA, voire pour certains dans l'accession sur le quartier ou à proximité. Et il y a enfin les parcours résidentiels adaptés à certains ménages, donc notamment les personnes âgées qui peuvent être aussi orientées vers des logements spécifiques, ou des ménages, par exemple, anciens propriétaires occupants qui peuvent avoir
dans les quartiers par privé des opportunités de réaccession, notamment avec la diversification qui va être produite. Peut-être petit point de vigilance, on a quand même souvent les produits d'accession qui sont parfois à des prix trop élevés pour les ménages qui vont être à reloger. Cela étant, il y a peut-être des ménages déjà logés dans le parc social à une échelle plus large qui pourraient bénéficier de ces opérations d'accession et qui peuvent être repérés dans le cadre des nouvelles commissions d'attribution et d'observation des logements, et en leur proposant, en utilisant ces nouveaux programmes pour leur proposer un déménagement, une accession à la propriété, on libère aussi du parc social qui peut être, voilà, en remettant de la mobilité au parc social qui peut être mobilisé pour le relogement. Merci beaucoup, Mariko Rouble, pour cet éclairage. On arrive à la mi-temps de cet atelier. On va donc relancer l'attention de nos différents participants à distance en leur posant une nouvelle question. Là où vous intervenez, est-ce que vous considérez, vous, que l'organisation en place pour mobiliser l'offre de logement à l'échelle de votre agglomération en interbailleur est satisfaisante, en cours de mise en place, insatisfaisante, ou alors vous n'êtes pas concerné, vous ne vous prononcez pas? Voilà notre deuxième sondage. Donc, je répète la question, elle doit s'afficher normalement. Là où vous intervenez, est-ce que vous considérez que l'organisation en place pour mobiliser l'offre de logement à l'échelle de votre agglomération en interbailleur est 1. Satisfaisante, 2. En cours de mise en place, 3. Insatisfaisante, 4. Vous n'êtes pas concerné ou vous ne vous prononcez pas? Voilà, choisissez une de ces réponses et en attendant qu'on voit les résultats de ce sondage, je vais poser la question à Alexandre Dornier, parce qu'il n'a pas été au bout, je pense, tout à l'heure, de son organisation sur place, notamment pour atteindre cet objectif que vous m'aviez annoncé dans la préparation, de ne reloger finalement personne, ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait des solutions pour un maximum de personnes relogées en dehors de leur quartier. C'est ça l'objectif dans ce quartier de Planoise à Besançon? Absolument, oui. Il y a un principe qui est porté donc par la charte intercommunale de relogement qui effectivement insiste sur cette volonté de reloger les ménages du quartier concerné, donc un quartier prioritaire de la ville, sur les extérieurs, c'est-à-dire d'ouvrir des perspectives notamment aux ménages qui ont les ressources les plus faibles, pour leur permettre un accès notamment sur le parc de logements neufs. Il faut savoir que l'ANRU, il y a un levier que l'ANRU a mis en place, qui est un forfait de minoration de loyer qui permet à des ménages qui n'auraient pas pu, dans un contexte normal, acquérir prendre ce type de logement. Donc, nous avons là une possibilité offerte à ces ménages d'accéder à un logement neuf ou récent de moins de 5 ans, pardon, en termes d'opportunités. Et il y aura des dérogations tout à l'heure également. Alors, au principe, effectivement, qui est tout de même un principe contraignant, bien évidemment, il y a des situations de ménages qui, bien évidemment, pour lesquelles il est très difficile et guère envisageable de les arracher à un quartier dans lequel ils ont leurs habitudes. Je pense à des personnes qui ont de lourds problèmes de santé, des personnes d'un âge avancé. Le relogement en lui-même et un déménagement peut déjà être traumatisant. Donc évidemment, il y a un travail, encore une fois, au cas par cas, individualisé, personnalisé, et des dérogations sont bien évidemment accordées dans le cadre d'une décision, encore une fois, partenariale entre les différentes instances. Donc, très souvent, ce sont des problèmes qui relèvent du bon sens. Donc voilà. Mais on a tout de même cet objectif d'offrir des horizons qui n'étaient peut-être pas dans l'esprit des personnes qui sont à être relogées. Donc, il y a tout un travail, effectivement, qui est amené par la mousse, par le prestataire. On parlait de mutualisation tout à l'heure. Nous avons pour les trois bailleurs, un prestataire unique
pour la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, de façon à fluidifier et à rendre plus transparent et à travailler de façon, encore une fois, dans le cadre d'un partenariat vraiment très fort à Besançon, hein, une implication des différents partenaires, appuyée en plus par le politique. Hein. Donc voilà, une organisation très performante, je dirais, et qui nous permet justement de trouver des solutions adaptées pour toutes les situations. Merci beaucoup. Que l'on est amené à découvrir, hein, dans le cadre justement de ces opérations. Alors, encore une fois, l'important, c'est aussi le résultat. Florent Paroli à Reims, est-ce que vous êtes parvenu vraiment à rééquilibrer socialement les quartiers, puisque vous avez un peu plus de recul maintenant? Excusez-moi, j'ai été interrompu par un coup de positif. Donc, coupez bien vos téléphones. Est-ce que vous avez réussi à rééquilibrer socialement les quartiers, puisque c'était l'objectif initial à Reims? Et on va voir le résultat du sondage dans un instant. Oui, non, on peut pas donner comme ça un résultat, mais effectivement, je rejoins Marie-Christine Châtel, hein, ce qu'elle indiquait tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'objectif, c'est d'apporter plus de mixité, mais on ne le fait pas contre les ménages. On leur laisse vraiment l'opportunité, le choix des possibles, hein, soit de rester dans leur quartier, même si on a un objectif ambitieux de relogement en dehors des QPV. Mais on a quand même clairement encore des attachements au quartier. Beaucoup de gens souhaitent rester y vivre parce qu'ils ont du lien social, ils ont des liens de scolarité. Et donc, bien entendu, dans ces cas-là, il n'y a pas de difficulté. Après, quand même, chaque bailleur, l'idée peut proposer, il doit proposer dans l'absolu une proposition en dehors d'un QPV. Ce qui est fait. Et quand le bailleur n'a pas le parc disponible pour son locataire, il y a un vrai travail collégial en interbailleur et avec la collectivité pour pouvoir trouver des solutions pour chacun. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes dans une situation aussi peut-être un peu moins tendue que dans d'autres villes, donc c'est vrai, ça va être un peu plus facile pour vous. On regarde tout de suite les résultats du deuxième sondage sur l'organisation qui est en place chez vous. Ben écoutez, oui, c'est en cours. Hein. Je vois que ça travaille. 38,7% disent c'est en cours. 20% considèrent que la situation, l'organisation est plutôt satisfaisante. Il y a un peu plus d'un sur 4 de nos participants là qui se dit en situation insatisfaisante. Écoutez, merci beaucoup pour cette indication qui nous sera utile dans le débat qui va suivre. Je voulais d'ailleurs vous proposer, bien sûr, de faire monter vos témoignages, puisque là, nos modérateurs sont en train de sélectionner vos avis, notamment, dites-nous si vous avez des stratégies de rééquilibrage, des indicateurs que vous avez mis en place. On va prendre en compte ces avis et ces témoignages dans 3 minutes. Juste le temps de donner la parole à François-Xavier Chopin de la DHUP pour que vous nous parliez de la gestion de flux. François-Xavier Chopin, vous parlez du ministère de la Transition écologique et solidaire, et vous êtes un des spécialistes, je crois, de cette question de la gestion de flux. Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous donner quelques mots un petit peu sur la gestion en flux. D'abord, rappeler un petit peu à quoi ça sert, l'application au cas concret des projets de renouvellement urbain, et puis donner un petit éclairage sur l'actualité par rapport à ce qui a été dit en introduction sur les reports de date butoir pour la mise en œuvre. Alors, pourquoi d'abord la gestion en flux très rapidement par rapport à la gestion en stock? L'idée principale, c'est de donner de la souplesse et de simplifier les dispositifs. Très rapidement, vous savez qu'avec la gestion en stock, le bailleur envoie à chaque vacance le logement qui est attaché à son réservataire, alors qu'avec la gestion en flux, c'est le bailleur social qui est en position en fait, de décider de l'allocation du logement qui se libère en l'envoyant à un réservataire qu'il choisit, alors en fonction de ses engagements contractuels. Et puis aussi, c'est tout nouveau positionnement du bailleur social qui est conforté là-dessus, en fonction de son regard par rapport aux dynamiques de peuplement et au regard qu'il a sur les rééquilibrages à effectuer. Alors le gouvernement a souhaité aller plus loin, donc du coup en généralisant cette gestion en flux, et puis surtout en faire, parce que après tout ce n'est qu'un outil, j'insiste bien là-dessus, ce n'est qu'un outil au service de la politique du logement, et il a souhaité aussi en faire un outil au service de la politique du renouvellement urbain. Pourquoi? Tout simplement pour que le bailleur ait plus de marge de souplesse, et puis aussi aller plus vite en lui permettant de s'affranchir de la question des contingents. Et là, c'est le point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est le sujet de la soustraction du flux annuel. Alors, comment ça fonctionne concrètement appliqué à un projet de renouvellement urbain?
Chaque année, avec la gestion au flux, le bailleur détermine l'assiette des logements qui sont susceptibles d'être proposés à des réservataires. C'est l'assiette commune qui va être distribuée, un coup à l'État, un coup à Action Logement, un coup à la commune, etc. Et en fait, il va pouvoir déduire de cette assiette les logements qu'il va estimer nécessaires pour une opération de relogement. Je vais prendre un exemple. Imaginons un bailleur X qui a une opération de relogement pour une résidence qui nécessite 100 relogements en prenant en compte le facteur des cohabitations. Il va se dire, bon, alors, cette opération, il va me falloir 2 ans pour procéder à la phase de relogement. Alors, en termes de prévision, année N1, je vais avoir besoin de 40 logements, et puis année N2, je vais avoir besoin de 60 logements. Alors, ceci, évidemment, c'est susceptible d'évoluer, mais c'est sa programmation initiale. Donc, du coup, avant l'année N1, le bailleur va indiquer de façon transparente à l'ensemble des réservataires qu'il ne va pas leur redistribuer tous les logements de l'assiette. Il va dire, je vais en garder 40. Alors, ces 40 logements, ils sont pas préidentifiés, puisque du coup, ça n'opère pas tout ce qu'il y a à faire en matière d'accompagnement social, de diagnostic et de propositions auprès des ménages, mais il va se dire, je vais avoir besoin d'en garder 40. Et ce qui fait que lorsqu'il va y avoir, et là c'est tout le travail des mousses, de l'accompagnement, j'ai vu ce qui est la différence entre ce qui se passe entre le premier programme de renouvellement urbain et puis les ambitions beaucoup plus fortes du NPNRU, c'est-à-dire en fait en gros de permettre aux personnes d'élargir leur choix de possible par rapport à leur projet de vie et de ne pas rester dans leur quartier. Quand il va avoir un logement qui correspond à un besoin d'un ménage identifié, justement, plutôt qu'avant de l'envoyer à un réservataire qui pouvait l'utiliser pour son propre besoin, il va le garder pour le proposer à un ménage. Et c'est particulièrement utile, notamment quand on a des produits un peu spécifiques, quand on intervient sur des bars où il y a des grands logements, par exemple, et donc des grandes familles à reloger. On voit bien que entre l'offre qu'on détruit et puis la programmation de logement qu'on a aujourd'hui, il y a un petit différentiel, puisque du coup on n'a pas la reconstitution en termes de grandes typologies de logements qu'on va démolir dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Et c'est hyper précieux de pouvoir, à l'occasion de la mise en œuvre de la gestion en flux, de permettre au bailleur de capter, par exemple, un T5 qui va se libérer, et puis de le proposer à un ménage. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'il le propose à un ménage que le ménage est obligé de l'accepter. Ça doit bien évidemment s'inscrire dans tous les processus d'accompagnement, puis surtout répondre bien évidemment aux besoins du ménage. Par exemple, par rapport à son lieu de travail, par rapport si par exemple il a besoin d'avoir des soins réguliers en proximité de tous ces équipements, et puis tout simplement de répondre à son expression de besoin par rapport à son nouveau projet de vie qu'on va lui proposer. Donc ça, c'est ce qui se passe en année N-1 pour annoncer en fait une programmation de ce qui va être capté par le bailleur social pour faire des propositions. Et puis, parce que c'est un enjeu de transparence, parce qu'avec la gestion en flux, il y a toujours un petit peu de suspicion sur les logements qui sont retranchés, le bailleur devra faire un bilan global ex post pour dire, voilà, je vous avais annoncé que j'allais retrancher les 40 logements. Bon, malheureusement, l'opération de relogement, elle a été un petit peu moins rapide que prévu, et donc je n'ai capté que 30 logements et qui ont servi pour les relogements de telle résidence. Alors, bon, c'est tout. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là, monsieur. Je suis désolé. Mais on a beaucoup de questions qui nous arrivent et il faut qu'on les traite. Ce serait important qu'on leur donne la parole. Peut-être qu'on vous donnera la parole d'ailleurs. On va voir en fonction des questions. On a d'ailleurs une première question, je trouve assez intéressante pour nos intervenants, notamment de Reims et de Besançon. Peut-être que c'est Florent Paroli qui peut y répondre. Entre la localisation du logement et la qualité du logement que vous proposez, quel est, d'après vous, le critère prioritaire? Est-ce qu'il y a une priorité entre ces deux critères, on va dire? Florent Paroli, un avis là-dessus? Oui, non, je réfléchis. Je pense que la qualité du logement, forcément, c'est important parce qu'il faut que ça soit propre à la caractéristique du ménage. Je pense notamment aux seniors qui composent certains de nos quartiers. Ils ont besoin d'avoir bien sûr des logements accessibles, parfois en rez-de-chaussée, avec des ascenseurs. Enfin voilà, ça joue vraiment au niveau de la qualité. Après la localisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des ménages qui sont vraiment très attachés à leur quartier et qui souhaitent rester, voire même qui
ont déjà en vue tel ou tel appartement qui se trouve à côté de leur immeuble. Donc là, pour des cas comme ça, c'est important parfois qu'ils puissent rester à côté. Donc je ne mettrai pas d'importance plus pour l'une ou que pour l'autre. Bon, même avis à Besançon, Alexandre Dornier? Pour l'instant, oui, je crois que ça correspond à des problématiques différentes, effectivement. Très souvent, bon, d'un point de vue des équipements et des équipements du logement en question, effectivement, il y a des besoins qui peuvent être effectivement importants et qui sont davantage considérés par les ménages. En revanche, peut-être que le contexte, enfin la crise sanitaire aura peut-être modifié un petit peu certains projets de vie de nos locataires, notamment parce que l'environnement et le lieu de vie était très important et a été très présent durant cette crise, hein, puisque on voit beaucoup de personnes de ménages notamment, qui ont des souhaits, par exemple, d'avoir un balcon un peu plus grand ou de pouvoir effectivement accéder aux extérieurs plus facilement. Donc, on va peut-être voir des modifications quant aux souhaits des ménages et notamment au regard de leur environnement. Donc, il y aura peut-être une attention plus affinée de ce point de vue-là. On voit que la crise sanitaire est passée par là, hein. On a tous besoin de balcons et d'extérieurs. On imagine bien après ces mois de confinement. Alors, une autre question peut-être pour Marie-Christine Châtel. On vous titille en fait, Marie-Christine, hein, parce qu'on vous demande, c'est bien, en gros, l'accompagnement social, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'à l'accompagnement au parcours résidentiel? En gros, est-ce que votre mission s'arrête quand le relogement est terminé, ou est-ce que vous allez accompagner les familles tout au long de leur parcours résidentiel? Déjà, on les suit un peu, puisque on a des retours. On leur demande comment ils vivent d'abord comment ils ont vécu leur déménagement et leur installation, et comment ils vivent aujourd'hui dans leur quartier. Dans la mesure où on travaille en interservice, automatiquement, la qualité de l'intégration dans le quartier et dans le logement, elle est échangée dans le suivi qu'on a, mais par d'autres services, et entre autres les services qui gèrent la proximité de la relation au locataire. Donc, pour les ménages qu'on a identifiés assez fragiles, on passe des relais à nos collègues chargés de cohésion sociale qui travaillent sur le terrain pour qu'ils puissent faire des retours au domicile et voir si tout se passe bien ou si les problèmes qu'on a essayé de résoudre ou solutionner durant le relogement continuent à bien avancer dans le bon sens, ou s'il va falloir revenir. Donc, globalement, c'est de cette manière-là que nous, on accompagne le locataire. Et puis, bien sûr, on regarde le suivi du paiement des loyers. On voit sur la durée s'il y a des soucis de recouvrement et des dettes qui se créent, ou si le ménage arrive, comme on l'a pensé quand on lui a proposé ce logement, à régler son loyer. Alors, un petit mot pour Monsieur Chopin, vous voyez qu'il y a une occasion de reprendre la parole rapidement quand même. On a une question qui nous vient de la Drill 94. Dans un cadre où l'interbailleur n'est pas organisé, la gestion en flux ne risque-t-elle pas de limiter encore plus la capacité à faire de l'interbailleur? Alors ça, c'est une question cruciale. Nous, ce qu'on a vraiment souhaité avec la gestion en flux, c'est que justement, ça ne mette pas par terre l'interbailleur. Donc, tous les cadres qui existent aujourd'hui, il faut pouvoir arriver à composer avec. Et au contraire, avec la gestion en flux, il faut relancer la dynamique et faire en sorte de mobiliser au maximum l'interbailleur, parce que c'est la meilleure façon de maximiser les propositions de relogement. Merci beaucoup. Voilà, réponse brève, rapide, efficace. Merci. On va conclure avec Christophe Noyer, d'abord sur ce qu'on a retenu globalement. On nous demande aussi dans les questions que vous nous disiez un mot d'un dispositif innovant à Nanterre. Voilà. On n'a pas pu inviter évidemment toutes les villes exemplaires, on va dire. Donc, vous pouvez peut-être nous apporter un petit éclairage et nous dire ce qu'on doit retenir de cet atelier en 3 minutes. Merci, alors, en 3 minutes, alors peut-être très rapidement sur l'expérience nantérienne. Ils sont en train d'expérimenter le relogement choisi en faisant visiter aux ménages 2 logements dans un temps court, lui permettant
de faire un choix réel entre le premier logement et le deuxième logement. Je vous renvoie là à ce qu'ont pu dire Edgar ou Marie-Christine. On sait que dans le relogement, la question du choix est centrale. Les ménages sont contraints, c'est une opération publique, on leur annonce la démolition. Et souvent, ils ont le sentiment de ne pas avoir eu de choix, parce que le choix, c'est à un moment, on vous dit il y a A, il y a B, et vous dites je préfère A ou B. Ben, ils essayent de reconstituer ça, et c'est une expérimentation intéressante, d'autant plus qu'elle est dans un secteur très tendu. Donc, voilà, on pourrait dire c'est impossible à faire dans le secteur tendu. Donc, ça, c'est une expérimentation à suivre. Sinon, on a vu que tout le monde n'est pas complètement satisfait de l'organisation en place. Hein. Les choses se font progressivement. Un mot peut-être de commentaire sur ce qui est en train de se passer hein, sur le plan de l'organisation du relogement en France aujourd'hui. Alors, je pense que c'est très compliqué pour tous les acteurs en réalité, parce qu'on a eu à la fois le changement d'échelle avec le pilotage intercommunal, et ça s'est mis en même temps de réformes structurelles de fond sur le parc social et les politiques d'attribution. Donc, mettre en musique tout ça, c'est compliqué pour les intercommunalités. Il y a des temps de réflexion interne qui sont nécessaires, donc il y a des temps d'adaptation. Certains avaient un peu plus de maturité sur les sujets, donc ont pu avancer plus vite. D'autres, c'est probablement le cas de ceux qui disent on n'y est pas encore, sont en train de le faire, mais on voit bien qu'on s'est collectivement tous mis en marche autour, je crois, de deux sujets qui émergent dans nos échanges du jour. Le premier, c'est la mobilisation de l'offre. C'est absolument essentiel parce que mieux on mobilise l'offre et plus rapidement on fait les opérations. Donc, je vous rappelle qu'il y a quand même des enjeux opérationnels et puis un petit peu financiers quand même dans le fait de faire relativement rapidement les opérations. Mais c'est aussi une opportunité pour les ménages. C'est-à-dire, plus on a une offre élargie et plus les ménages peuvent avoir le choix. Et le deuxième point, et on voit bien qu'au fond, le relogement, il réveille cette question-là, c'est la question de la mobilité. Mobilité dans le parc, donc là, relogement, on pourrait dire c'est une mobilité un peu particulière, contrainte, mais on a des enjeux de mobilité et de parcours résidentiel dans le parc social, et on commence à être très sérieusement outillé. On vient de nous rappeler la gestion au flux, c'est un outil pour favoriser la mobilité. Il y a les caléoles maintenant, ça aussi c'est un outil pour la mobilité. Et bien qu'il ne soit pas conçu pour le relogement, ça peut être des outils pour le relogement. Et donc, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que dans cette émergence d'un nouveau système avec des objectifs où il faut tenter de concilier le souhait de ménage, le fait de lui donner une véritable opportunité à un choix, nos contraintes opérationnelles et nos contraintes stratégiques de rééquilibrage social, bon, ça fait beaucoup. Il y a des enjeux de suivi qui sont extrêmement importants de ce point de vue-là. Et donc, je vais conclure en vous annonçant la prochaine refonte par l'USH et l'ANRU de l'outil RIM. Donc, vous savez que c'est l'outil de suivi du relogement, à la fois en amont pour qualifier les besoins et ensuite en évaluation pour faire les bilans. Ce nouvel outil, donc on passe d'un système fichier RIM à véritablement une application web déployée sur l'ensemble du territoire, et donc signe des temps, ça s'appellera e-RIM. Et on va pouvoir en parler à Bordeaux, je crois. Hein, voilà, l'USH se prépare. L'USH le présentera lors du prochain congrès avec sur la base d'un travail qui a été réalisé avec des territoires tests qui ont été pilotes sur la mise en place, Dunkerque, Nantes, Angers et Grand Paris Sud, qui ont participé à l'élaboration de ce nouvel outil et à son développement. Eh bien, donc, grand merci. On les remercie de leur mobilisation. Voilà, je me joins à vos remerciements pour remercier bien sûr tous nos intervenants. Vous avez été très attentifs, notamment aux questions de notre public. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à l'équipe technique qui nous a accompagnés, et puis bien sûr à Christophe Bourgois et Damien Calza qui ont sélectionné vos questions et préparé avec nous cet atelier. Merci beaucoup et bonne continuation pour ces journées de la rénovation urbaine qui se poursuivent. Bonne journée.